Ce François Ier que je viens de rédiger pour les éditions Perrin a une longue histoire. L'aventure a duré 6 ans. Et finalement, au fur et à mesure des recherches, je m'étais aperçu qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire, à transformer, à compléter, à modifier. Et peu à peu, ce travail qui aurait dû être peut-être qu'une biographie de plus est devenu un travail beaucoup plus original, enfin, je le pense, parce que justement, il y avait toutes les légendes qui s'étaient collées à ce roi. Il est évident qu'après ça, quand on décrasse un personnage de ces légendes, il y a tout ce qu'on a de lui s'évapore. Et en tout cas, les repères sur lesquels on pouvait se positionner pour croire, en tout cas qu'on avait des connaissances sur l'individu, disparaissent. Sauf que détruire une image, c'est bien gentil, mais c'est pas très très élégant dans le sens où il faut quand même proposer autre chose. D'abord, dire pourquoi ces images ont été détruites, pourquoi elles sont fausses, et puis deux, proposer autre chose. Et ce que j'ai essayé de faire dans la première partie du travail, qui est la plus importante, c'est-à-dire de refaire ce règne, de repasser ce règne année par année, et de voir comment peu à peu, eh bien, ce roi de 20 ans a maintenu la France pendant 32 ans de règne, malgré les guerres, malgré les crises économiques, malgré quelquefois certaines révoltes, et qui a aussi entretenu une ambition du royaume de France, de la France en général, à la fois dans l'Europe mais aussi dans le monde. Si on lave les légendes et qu'on sépare de François Ier les légendes qui l'habillent aujourd'hui, c'est-à-dire ce prince des lettres, c'est-à-dire ce roi chevalier, c'est-à-dire ce prince galant, ce constructeur de châteaux, si vous lavez tout ça et vous écartez, il vous reste quoi? Il vous reste un roi qui a une ambition réelle, c'est de faire de la France une grande puissance européenne, c'est de faire même de la France le cœur même d'un nouvel empire, cet empire chrétien qui est un rêve de tout prince chrétien depuis au moins le XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire de réunir tous les royaumes sous son autorité. On est dans cette logique, c'est presque une idéologie, c'est un peu comme la notion d'idéologie du progrès aujourd'hui, c'est-à-dire où tout pratiquement se fait en bien ou en mal, au nom du progrès. Eh bien, à cette époque, tout se fait là, au nom de cet espoir du retour du Christ sur terre. On est dans un monde excessivement catholique, excessivement pieux. Et cette ambition-là, elle imprègne complètement à la fois l'imaginaire politique français, mais aussi l'imaginaire anglais, l'imaginaire impérial avec Charles Quint, et est complètement soutenue et encouragée par la papauté. Et cette espèce d'ambition d'être le dernier empereur a justifié aussi les rivalités entre Charles Quint et François Ier, parce que les deux voulaient l'être. Et ensuite, quand Charles Quint a été vainqueur à Pavie, la victoire militaire étant l'expression même du choix de Dieu et du jugement de Dieu, eh bien, il avait tous les ingrédients. C'est-à-dire qu'à la fois, il était empereur élu par les hommes, choisi par Dieu pour devenir vainqueur et donc être capable, par sa puissance militaire, de vaincre les ennemis de la foi, et ensuite couronné par le pape, empereur. Et François Ier va presque accepter ça, après Pavie. Il l'accepte officiellement, en sous-entendant, bon ben voilà, c'est peut-être toi, mais n'oublie pas une chose, c'est que moi j'ai des enfants, j'ai des fils, et ces fils, en France en tout cas, vont peu à peu reprendre le flambeau, et peu à peu la propagande royale, alors qu'elle va délaisser un peu l'ambition ou les prétentions, ou laisser croire que François Ier pouvait être cet empereur universel. Elle va le présenter comme le lien qui va permettre à Henri II de devenir ce probable empereur des derniers temps, puisque finalement Charles Quint n'a pas accompli sa mission. Cette ambition-là, elle a été complètement zappée après par les historiens, complètement dénaturée aussi, parce que c'est vrai que c'est une image excessivement chrétienne, excessivement religieuse, et que finalement on a peu à peu laïcisé tout ça. Finalement, ce roi qu'on a présenté pendant longtemps comme un roi intellectuel, un roi soucieux du bonheur dit de France et de toutes ces choses-là. On a toujours cette espèce d'image du règne, d'un règne ensoleillé, avec de jolis châteaux et de jolies dames et de beaux chevaux, eh bien, est un règne très violent, un règne fait constamment de guerre. Cette image de cette renaissance
image de France moderne, finalement, est liée davantage à l'imaginaire des hommes du 19e et de la perception qu'on peut avoir du roman de l'histoire de France plutôt qu'à une réalité. Si déjà après la lecture du livre, on avait une image et on acceptait une image différente de François Ier et qu'on avait peut-être une idée peut-être un peu plus précise du monde dans lequel cet homme a vécu et a exercé son pouvoir, a eu des ambitions et aussi des échecs, si on pouvait avoir une idée un peu plus précise de cet imaginaire-là, j'aurais gagné mon pari. Voilà.